Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 31 mai, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Ça a été chaud, très chaud dans la salle Gaston Médecin hier au soir pour le dernier match des quarts de finale du championnat de France de basket, opposant Monaco à Strasbourg. Ça s'est joué comme le match précédent à 3 fois rien, il fallait un vainqueur et un vaincu et c'est la Roca Team qui s'est qualifiée pour les demi-finales, le résumé dans ce journal. Un chiffre d'affaires de 530,5 millions d'euros contre 336,9 millions lors de l'exercice précédent, soit une augmentation de 57%. Voici le très court résumé du résultat consolidé de la SBM, résultat qui vient d'être annoncé aujourd'hui. Pour le développer plus en détail, nous serons avec le président du groupe, Jean-Luc Biamonti. Nous parlerons également des mouvements sociaux de ces derniers jours et des perspectives d'avenir. Ce week-end sera riche en événements, nous vous donnerons quelques idées de sortie, que ce soit les rencontres des sites historiques Place du Palais, à la journée mondiale de l'environnement au parc Princesse Antoinette, mais également, et c'est ce dont nous parlerons avec notre deuxième invité, Stéphanie Barnex, directeur de course du Riviera Water Bike Challenge, une compétition au niveau du solarium au profit de la fondation Princesse Charlène. Stéphanie Barnex qui partira dans la foulée samedi pour Athènes avec comme moyen de locomotion un paddle. Le 8 juillet se déroulera le MC Summer Concert à l'espace Léo Ferré. Nous vous proposerons de découvrir de jeunes artistes monégasques qui assureront la première partie de cet événement. Et enfin, à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, nous vous avons demandé ce que vous pensiez de cette initiative créée en 1987 et si une journée comme celle-là peut faire évoluer les mentalités face à une habitude qui tue chaque année 6 millions de personnes. Après un scénario que seule la Roca Team peut écrire, Monaco s'est qualifié ce jeudi pour les demi-finales du championnat de France face à une excellente équipe de Strasbourg. Les Monégasques ont fait passer les supporters par toutes les émotions. On peut même dire qu'ils ont joué avec nos nerfs. Un résumé de ce nouveau match épique avec Yannick Debever et Sylvain Péroumal. Jusqu'à 3 minutes de la fin du match, Monaco était éliminé. Incapables de rentrer dans leur rencontre, les Monégasques sont fantomatiques en première mi-temps. Quand la détermination n'est pas là, l'adresse non plus. Sur ces 20 premières minutes, Monaco ne rentre que 9 shoots sur 35. Strasbourg ne se fait pas prier, joue son basket et va compter jusqu'à 21 points d'avance. Les Monégasques rentrent au vestiaire tête baissée, conscients de leur piètre prestation. Ils en ressortiront le torse bombé, prêts à tout pour au moins tomber les armes à la main. Portés par l'énergie d'un Yacouba Ouattara héroïque des deux côtés du terrain, les Monégasques grappillent peu à peu leur retard. Série après série, la Roca Team revient et met la pression sur des Strasbourgeois qui bafouillent désormais leur basket et sont gênés par des problèmes de faute. Au début du quatrième quart-temps, la Roca Team n'a toujours pas inscrit le moindre tir à 3 points. Monaco est à -7 et comme un symbole. Jonas, le tir à 3 points. C'est un autre guerrier qui fera tomber le premier tir longue distance. Strasbourg n'y est plus, à l'image de cette action complètement ratée en contre-attaque, qui sera le tournant du match. Qui était là, non, le deuil, c'est pas possible. La claquette, ça n'arrive plus de fois. Mike James enchaîne avec un nouveau 3 points, le deuxième et dernier du match. Et puis, c'est Dwayne Bacon qui fera passer la Roca Team devant pour la toute première fois de la rencontre. Strasbourg s'accroche et dans un dernier souffle passe même devant à 20 secondes de la fin grâce à un excellent Yanis Morin. Sur la dernière possession, Mike James ne se trompe pas et égalise. Prolongation, comme lors du match 2. Quelle machine! Le poseur de clim officiel de la Roca Team. Monaco a tout donné pour revenir. Les deux équipes sont au bout de leur force et c'est Dwayne Bacon qui marquera les 3 derniers points de Monaco, synonyme de qualification. Howard rate sa dernière tentative, Will Thomas récupère le rebond et Monaco est en demi-finale. Victoire 82-80. À la mi-temps, on s'est retrouvés et on s'est dit que le plus dur était derrière nous. Tout ce qui pouvait nous arriver de mal est arrivé en première mi-temps. On s'est dit, on a ce qu'il faut, on a le cœur pour aller chercher et c'est ce qu'on a prouvé en deuxième mi-temps. No, this is not the way to play for the title. It's not a completely play of game. I think, okay, maybe we have, like a good mood now to analyze this and say, okay, guys, this is not working. You're gonna go like this till the end. Il est clair que si la Roca Team veut terminer sa saison sur un titre, il faudra jouer constamment comme la deuxième mi-temps de ce match 3.
Les joueurs du Rocher n'ont encaissé que 24 points, soit moitié moins qu'en première mi-temps. Monaco a eu très chaud et Monaco va désormais se tourner vers les demi-finales face à Pau. Et ces demi-finales commencent ce jeudi soir à 20 h à Gaston-Médecin. La billetterie est déjà ouverte. La Société des Bains de Mer vient de présenter les résultats de l'exercice allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Un bien meilleur résultat que l'année précédente, plus 57%, mais moins bien que l'exercice 2019-2020, moins 14%. La crise sanitaire oblige. Entre l'analyse de ces chiffres, la partie sociale de la SBM, avec, on le sait, quelques mécontentements, notamment du côté du personnel de la sûreté, ou encore les perspectives d'avenir, voici les thématiques abordées plus en détail avec notre invité Jean-Luc Biamonti. Jean-Luc Biamonti, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de présenter les résultats consolidés de la SBM. Quel est votre constat, tout simplement? Quels sont ces résultats? Sans peut-être nous abreuver de trop de chiffres, mais quels sont ces résultats? Non, donc on parle de l'année qui s'est terminée, qui a commencé le 1er avril 2021 et qui se termine le 31 mars 2022. C'est un exercice à deux vitesses, puisque le premier trimestre, c'est-à-dire avril, mai, juin 2021, ça ne marche pas du tout, on a de gros problèmes, il y a toujours l'atmosphère Covid autour de nous, et puis ça décolle soudainement fin juin, et on fait les mois qui ont suivi très 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 bons, ce qui fait qu'au total, on fait un très bon exercice quand même, un peu pénalisé par ce premier trimestre, mais très satisfaisant. On fait un chiffre d'affaires de 530 millions pour l'exercice, et surtout on fait un profit très sympathique de 75 millions, il y a longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Et quels sont les secteurs d'activité qui rapportent le plus, ceux qui rapportent peut-être le moins? Celui qui rapporte le plus, c'est clair, c'est l'immobilier. Oui. Donc on a un patrimoine immobilier important avec des résidences et des locaux commerciaux. Ça rapporte beaucoup et assez peu touché par les crises de Covid, puisque les locataires, ils continuent à payer leur loyer, même quand ça ne va pas très bien. On avait fait un geste en pleine période de Covid pour réduire les loyers commerciaux, mais on n'a pas jamais réduit les loyers résidentiels. Après, dans les deux activités traditionnelles de la société, à savoir hôtellerie-restauration d'un côté et jeux de l'autre, l'hôtellerie a été plus pénalisée par les effets Covid. Donc sur l'exercice dont on parle, les jeux ont mieux tiré leur épingle du jeu que l'hôtellerie. Sur l'exercice à venir, on pense que les deux vont tirer de façon satisfaisante leur épingle du jeu et qu'on devrait être profitable des deux côtés, plus les loyers. Alors j'imagine que les prévisions pour le prochain exercice s'annoncent plutôt bien parce que le tennis cette année et le Grand Prix avec beaucoup de monde ne sont pas dans le résultat dont on parle, puisque ça s'arrête le 31 mars 2022. C'est correct, l'exercice qui commence au 1er avril 2022 est bien parti, et puis l'avenir nous dira ce qu'il en est, mais quand on regarde devant, pour le moment c'est plutôt positif. Oui. On a de bons niveaux de réservation, on a fait un mois d'avril très fort, un mois de mai bien, très très bon avec le Grand Prix, on n'a pas eu trop de chance au casino, mais on est quand même positif. Et puis quand on regarde l'été, pour le moment ça se présente bien. J'aimerais que l'on aborde l'aspect social. Il y a des mécontentements sociaux, notamment concernant le personnel de la sûreté. Où en est-on ? Écoutez, on a 4000 employés et il y avait 40 personnes qui se sont rassemblées le samedi matin, donc c'est 1%, c'est pas encore dramatique. On a effectivement une vraie pression sociale parce que, en fait, la pression sociale vient du phénomène suivant. On a de plus en plus de mal à recruter des saisonniers. Ce faisant, on augmente la charge de travail sur les gens qui travaillent à temps plein l'année. Dans les gens qui travaillent à temps plein l'année, on a deux types de personnes. Des gens qui sont payés à la masse, et donc au fur et à mesure que le chiffre d'affaires augmente, leur rémunération augmente. Donc il est vrai qu'ils travaillent plus, mais ils gagnent plus. Et puis il y a des gens qui sont au fixe, et ceux-là, malheureusement, ils travaillent plus, mais ils ne gagnent pas plus parce qu'ils sont au fixe. Et donc on concentre toutes nos mesures, et on a pris un certain nombre d'initiatives sur cette catégorie-là, qui est effectivement aujourd'hui un peu pénalisée par l'augmentation de l'activité sans augmentation de revenus. Et pour le moment, on a pris un certain nombre d'initiatives, on a fixé un certain nombre d'échéances de négociation, et alors qu'il y avait des menaces, enfin en tout cas, il circulait des menaces de grève assez importantes pour le week-end du Grand Prix, je remercie l'ensemble du personnel qui, à part les 40 personnes dont on a parlé, ont tous travaillé le week-end du Grand Prix. On a fait un très bon week-end, on a déjà fixé des réunions supplémentaires, et on est très concentré, et on sait qu'il y a des mesures à prendre pour ces gens-là. On en a pris certaines, puisqu'on a donné une prime de pouvoir d'achat à nos plus bas salaires, et on l'a donné de façon inverse, c'est-à-dire qu'on a divisé par décile,
Et le décile le plus bas, on leur a donné 600 € par personne. L'avant-dernier décile, on leur a donné 500 €, et ainsi de suite, jusqu'à des salaires de 4 200 €. Donc jusqu'à cela, tout le monde a eu une augmentation, une prime, mais inversement proportionnelle à son niveau de salaire. Ça a beaucoup plu, je dirais, et on nous a beaucoup remercié pour cette initiative. Et je pense que l'esprit est juste et qu'il faut qu'on travaille sur ces bases-là pour l'avenir. Puisque vous parlez d'avenir, quelles sont les perspectives d'avenir? Quels sont les projets de la SBM? Les perspectives d'avenir sont bonnes aujourd'hui. L'activité a bien démarré, comme je vous l'ai dit. L'été se présente bien. Nous avons pris un certain nombre d'initiatives, avec d'abord au niveau gastronomique l'arrivée de 2 stars, Monsieur Yannick Aleno, qui était déjà l'année dernière, mais à qui on a refait entièrement le restaurant et on a fait son concept de pavillon, et M. Sharif, qui est le meilleur, on a la faiblesse de penser que c'est le meilleur restaurant libanais de Beyrouth, et pour le moment, ça se confirme. C'est la première fois, depuis qu'on fait quelque chose à Monaco, je n'ai que des compliments. Je n'ai pas encore eu une critique, donc c'est bon signe. Et puis, vous l'avez certainement vu, le grand chantier du Café de Paris, qui est maintenant bien entamé, et que nous espérons rouvrir fin juin 2023. En attendant, la restauration du Café de Paris a été transférée à la salle Empire de l'Hôtel de Paris, et là aussi, c'est un très beau succès. Et en plus, au niveau entertainment, nous avons quand même une saison d'été qui se présente bien, et notamment avec un point d'orgue qui est la présence d'Alicia Keys, grande vedette internationale, sur la place du Casino le 18 juillet. Et pour le moment, on a fait le point des réservations, et les réservations marchent très très fort. Donc si les gens veulent venir, c'est le moment de s'en préoccuper. Jean-Luc Biamonti, merci. Je vous remercie. Et si vous voulez regarder les résultats de la SBM dans le détail, vous pouvez aller sur le site montecarlo-sbm-corporate.com. La 3e rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco se tient ce week-end, place du Palais. 3 départements sont à l'honneur avec 14 communes présentes. Bonsoir Julia. Bonsoir Fabien, bonsoir à toutes et à tous. Alors pour débuter, il faut savoir que les princes de Monaco, à la suite d'accords diplomatiques, ont créé de nombreux liens avec plus de 150 sites en France et en Italie. Pour entretenir ces liens tissés au fil des siècles avec la famille Grimaldi, le prince Albert II a souhaité qu'un certain nombre d'entre eux se réunissent tous les ans. Pour cette édition 2022, l'événement est donc placé sous le signe de la convivialité et de l'échange avec les départements des Alpes-Maritimes, de la Manche et du territoire de Belfort. De nombreuses animations seront ainsi proposées pour découvrir ces sites le samedi 4 et dimanche 5 juin. Balade en calèche autour de Monaco-Ville, dégustation de spécialités culinaires, danse folklorique, découverte d'artistes et de métiers typiques, boulodrome, groupe de jazz et encore, je ne vous dis pas tout. Chaque département invité fera également connaître ses liens historiques avec la principauté. Concernant Fabien, les temps forts de ce samedi 4 juin, à 11 h, le prince souverain fera un discours et remettra des trophées aux maires invités. À 20 h 45, grand concert de l'orchestre des Carabiniers du Prince. Et à 22 h, ne ratez surtout pas le spectacle son et lumière sur les façades du Palais Princier. Dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, la mairie de Monaco organise une journée sur le thème choisi par le programme des Nations Unies pour l'environnement. Une seule planète. La manifestation aura lieu ce samedi 4 juin de 10 h à 15 h au parc Princesse Antoinette, où plusieurs stands et ateliers constitueront un cheminement permettant de profiter de la richesse végétale du parc. Le fil rouge de cette journée sera le mot harmonie, Fabien, symbolisant le lien entre l'homme et la terre. De nombreux stands seront ouverts notamment pour expliquer le recyclage du bois, déguster des infusions naturelles ou encore sensibiliser les jeunes générations à la diminution des gaz à effet de serre. La société monégasque de l'assainissement, quant à elle, mettra en avant des informations essentielles sur le thème du recyclage, en plus des ateliers accessibles sur réservation proposés tout au long de la journée. Un grand jeu de pistes a été créé sur le thème de l'environnement, encore une fois, sous forme d'énigmes. Toute la famille pourra y participer. Les rendez-vous au jardin auront lieu aussi ces 4 et 5 juin, avec pour thème les jardins face au changement climatique. Comme chaque année, Fabien, la principauté
municipalité de Monaco s'associe à la manifestation Rendez-vous au jardin afin de faire découvrir à un large public la richesse et la diversité de ces parcs et jardins. L'édition 2022 se tient en marge d'ailleurs de la Journée internationale de l'environnement dont je vous ai parlé il y a quelques instants sur le thème « Les jardins face au changement climatique ». Cette année, la direction de l'aménagement urbain propose de découvrir plus particulièrement les jardins Saint-Martin à Monaco-Ville. Pour en prendre plein les yeux, rendez-vous donc sur le parvis du musée océanographique les 4 et 5 juin de 10h à 16h. Et pour finir, Fabien, ce week-end très chargé en événements sur la principauté, le Riviera Waterbike Challenge se tiendra le dimanche 5 juin sur le port Hercule. Mais je crois que vous nous en dites plus. Absolument. Nous allons même en discuter avec notre prochaine invitée. Elle est championne du monde de sauvetage côtier. Elle est depuis de nombreuses années aux côtés de la Fondation Princesse Charlène. Stéphanie est une aventurière de l'extrême avec la traversée de l'Atlantique Nord à la rame en 2009, puis le Cap Horn en 2015. Stéphanie Barnex, bonsoir. Bonsoir. Vous avez une double actualité. La première, vous êtes directeur de course du Riviera Waterbike Challenge. Et la deuxième, vous allez partir le même jour, juste après cette manifestation, pour une épreuve incroyable qui s'appelle Cap Optimiste. C'est une traversée en paddle entre Monaco et Athènes. On commence par le Riviera Waterbike Challenge. C'est une compétition à vélo sur mer au profit de la Fondation Princesse Charlène. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, l'objectif est de réunir un maximum de personnes autour du Waterbike, qui est aussi l'identité de la fondation de la Princesse Charlène de Monaco, pour lever des fonds au profit de cette même fondation afin de développer les programmes et de porter les valeurs du sport à travers le monde. Donc, il y a 18 équipes qui vont concourir. Et donc, ça va être une belle, très, très belle matinée. Et on invite d'ailleurs tout le monde à venir nous rejoindre au Solarium pour voir cette compétition. Et comment se déroule concrètement cette compétition ? 18 équipes, qu'est-ce qu'elles doivent faire au niveau du Solarium ? Il y a 18 équipes composées de 5 personnes, coéquipiers ou coéquipières, avec 2 personnalités dans chaque équipe. Et l'objectif est de partir du yacht club aux environs de 10h, rejoindre le Solarium et il se relaie pour effectuer à peu près 22 tours et revenir au yacht club. Donc le premier arrivé à gagner, mais je pense que c'est surtout aussi une fête autour des valeurs du sport, de l'entraide, de la solidarité, pour mettre le focus sur cette belle fondation. Avec des sportifs et des people aussi qui vont y participer. Exactement, on a un beau panel de personnes, à la fois des personnalités du monde du sport, de la culture, et puis aussi des amateurs qui viennent participer. Justement, ce mélange fait que on espère qu'on va partager de beaux moments d'émotion dimanche matin au Solarium. Il va y avoir beaucoup d'encouragement, il y a des enfants qui vont venir nous voir aussi, donc ça va être une belle fête du sport. Et quel est le rôle là, du directeur de course, votre rôle ? Le rôle du directeur de course, c'est que déjà, les consignes de sécurité soient respectées, puisque c'est l'objectif numéro 1 d'un directeur de course, notamment quand on court pour une fondation, la Fondation Princesse Charlène, qui a pour but de sensibiliser les enfants à la sécurité aquatique. Donc, c'est vrai que mon objectif numéro 1, c'est la sécurité, l'équité entre les équipes, que tout le monde passe bien les portes, fasse bien le parcours. Mais ça, j'en doute pas. Et puis que tout se déroule le mieux possible et de coordonner les équipes à la fois médicales, techniques, les bénévoles aussi. Il y a énormément de bénévoles qui sont mobilisés sur cette opération et que tout se déroule bien. Autre aventure que vous allez vivre juste après ce Riviera Waterbike Challenge. À 14h, vous partez et vous serez 6 pour aller jusqu'à Athènes à la rame, à la force des bras en paddle. Pourquoi vous faites ça ? C'est une très bonne question. Vous la posez aussi. Je pense que je vais la poser à minuit quand je serai au large de l'Italie. Donc, non, en définitive, le paddleboard, c'est un engin de sauvetage. C'est le dénominateur commun de toutes ces 6 femmes, ces 6 waterwomen. On se lance ce défi de relier Monaco à Athènes, qui s'est jamais fait, en plus en Méditerranée, donc à peu près 1800 km à la force des bras. On va se relayer jour et nuit, on espère mettre entre 13 et 14 jours. Et nous souhaitons vendre l'ensemble des kilomètres au profit de la Fondation Princesse Charlène et d'une fondation grecque qui s'appelle Elpida pour aider les enfants vulnérables. Donc, 1 kilomètre, 100 €.
Et donc, on espère vendre tous les kilomètres pour ces belles associations qui œuvrent, j'ai envie de dire, de manière quotidienne pour les enfants. Voilà, en attendant, je le rappelle, le Riviera Waterbike Challenge, dimanche matin du côté du Solarium et à 14h au Yacht Club, votre départ en compagnie de 5 autres femmes. Et vous allez en paddle, comme on l'a dit, partir de Monaco pour aller jusqu'à Athènes. On vous souhaite la meilleure aventure possible. Stéphanie Barnex, merci. Merci à toute l'équipe en tout cas et je vous donne rendez-vous dimanche matin. Et nous y serons, nous vous ferons vivre ces deux événements sur Monaco Info. Autre événement, mais en juillet, le MC Summer Concert fait son grand retour après 2 ans d'absence. Ça sera le 8 juillet à l'espace Léo Ferré, dans un nouveau format avec un plateau d'artistes francophones et internationaux. Et cette année encore, de jeunes artistes monégasques vont assurer la première partie du concert. Juliette Rappert et Lionel Bernardi sont allés à leur rencontre. Ils ont entre 15 et 19 ans, tous originaires de la Principauté et mordus de musique. Le groupe Megawatt et Matisse Jones ont été sélectionnés pour se produire en première partie du MC Summer Concert. On est tous à l'Académie Jazz de Monaco. On a à peu près tous des profs en commun et on s'est rencontrés comme ça. On se connaissait déjà avant et quand on a vu l'annonce, on a eu l'idée de faire ce projet tous ensemble. On a voulu former ce groupe pour vraiment jouer des morceaux qui nous plaisent, communiquer avec le public et aussi composer. On est en train de composer un de nos premiers morceaux et on va le jouer aussi, donc on espère que le public appréciera. Le groupe Megawatt est composé de 4 jeunes musiciens, Shakira au chant, Giorgio à la batterie, Théo à la guitare et Ricardo à la basse. Un collectif fondé dans le but de s'exprimer, jouer et créer. Notre style, c'est plutôt du rock. Voilà, on essaie de faire des morceaux que les gens connaissent quand même, mais on essaie vraiment de transmettre une énergie. En fait, c'est ça notre but, transmettre une énergie et voilà, vraiment passer un bon moment avec le public. Quant à Matisse Jones, le benjamin de cette première partie, a commencé la musique à 6 ans à l'Académie Régnier 3. Il écrit et produit ses propres chansons en anglais. Je vais chanter une de mes compos, Souvenirs, que j'avais présenté pour la candidature. Fly Me to the Moon. Je vais faire des chansons comme de Ed Sheeran, de Shivers. Ou j'ai pas fini la liste, mais c'est quelques-unes que je vais présenter. Still got your things here, and they stare at me like souvenirs. Un concert organisé pour les jeunes à l'initiative du Conseil national, du gouvernement et de la mairie. Pour rappel, c'est un événement gratuit réservé aux jeunes monégasques, résidents, scolarisés ou étudiants en principauté. Nous vous retrouvons, Julia, pour un deuxième point info. Le ministre d'État, Pierre Dartout, poursuit ses rencontres avec les industriels monégasques. Il s'est rendu dans l'entreprise Atom. Accompagné de Jean Castellini, conseiller de gouvernement, ministre des Finances et de l'Économie, le ministre d'État a pu apprécier les hautes technologies mises en œuvre par Atoms et ses 30 salariés. Agilité, flexibilité et innovation sont les moteurs de cette entreprise leader européen de son secteur d'activité des interfaces homme-machine, utilisées aussi bien dans le domaine aéronautique, naval que ferroviaire par les plus grands constructeurs qui en sont clients comme Thales, Airbus, Dassault ou encore la SNCF. Vous avez une information pratique à nous donner pour finir, Julia, avec des travaux qui débutent demain. Du 1er au 8 juin prochain, effectivement, les services de l'État procéderont à la fermeture partielle de la dorsale dans le sens Nice-Menton entre les ronds-points Auréglia et Canton-Enterré de 9h à 16h. Cette fermeture sera effective de 8h à 21h par contre le samedi 4 juin. En revanche, la voie sera laissée ouverte à la circulation le dimanche 5 juin et le lundi 6 juin pour la Pentecôte. La suspension du chantier lors de ces 2 journées a pour objectif de préserver le repos et la tranquillité des riverains. Ces travaux impactant la voirie s'inscrivent dans le cadre du chantier du Grand Ida, une opération importante dans la réalisation du plan national pour le logement des Monégasques. Ce mardi, nous célébrons, si l'on peut dire, la journée mondiale sans tabac. Il faut savoir que le tabagisme est la 2e cause de décès dans le monde avec plus de 6 millions de morts par an. Un autre chiffre, 1 personne sur 10 qui en meurt était non-fumeur. Et pour finir, 60% des fumeurs souhaiteraient arrêter. Ce constat nous a fait nous interroger au sein de la rédaction. Est-ce que cette journée mondiale peut faire tout simplement avancer le schmilblick? Eh bien, nous vous avons posé la question. Moi, je fume depuis malheureusement trop longtemps et je pense que c'est une super bonne chose parce que c'est un cancer dans tous les sens du terme. Ça peut être très très intéressant, c'est vrai. Il faut de la motivation, de l'envie. Pourquoi pas y penser, oui, effectivement. Ça incite moins les gens à fumer, ils ont une initiative de se dire moi aujourd'hui on fume pas et peut-être par la suite arrêter. Un jour par semaine on va faire une journée sans tabac.
Je vais un peu vapoter parce que c'est moins nocif, mais c'est bien, ouais, il ne faut surtout pas fumer. On sait les dégâts que ça fait, donc c'est une bonne chose. Oui, pour marquer un peu les esprits, toutes les générations, pour une prise de conscience collective. C'est très bien, mais ça devrait être beaucoup plus long qu'une journée. Il faudrait faire ça beaucoup plus longtemps. Une semaine par exemple, une semaine sans tabac, ce serait formidable. Nous retrouvons Julia Vial pour faire un point complet sur la météo de demain. Nous allons avoir, Fabien, une journée ensoleillée pour ce premier jour de juin. Un ciel bien dégagé tout au long de la matinée. Quelques nuages s'inviteront cependant au cours de l'après-midi. Du côté des températures, elles seront comprises entre 18 et 25 degrés. Demain, nous fêterons les Justins. Que l'on appelle également Justin le philosophe. C'est un martyr du IIe siècle. Ils se sont qualifiés au forceps pour les demi-finales du championnat de France et méritaient bien qu'on leur consacre les photos de fin de journal. Elles sont signées Stéphane Dana et dédiées à la victoire de la Roca Team face à Strasbourg hier au soir. Je vous donne rendez-vous sans faute, et je vérifierai, demain à 19 h pour une nouvelle édition. À très bientôt, au revoir.